messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur MTV+ pour cette nouvelle édition consacrée à l'actualité nationale et internationale. Voici les titres à la une ce soir. La diplomatie parlementaire au beau fixe en Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, est présent à la 147e session de l'Union interparlementaire. C'est à Luanda, capitale de l'Angola. Sur le continent africain, le phénomène migratoire inarrêtable. 1500 migrants issus du continent sont arrivés aux îles Canaries ce week-end. Et puis une lueur d'espoir enfin à Gaza, des convois humanitaires atteignent l'enclave palestinienne. Bienvenue à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur MTV+. Je vous le disais en titre, la diplomatie ivoirienne est au beau fixe. En témoigne ce voyage du président Adama Bictogo qui se trouve présentement à Luanda, capitale de l'Angola, dans le cadre de la 147e session de l'Union interparlementaire. Le président Adama Bictogo en a profité pour signer plusieurs mémorandums. Le compte rendu tout de suite grâce à nos confrères de RTI. Dès l'entame de cette cérémonie, la présidente de l'Assemblée nationale d'Angola et le président de l'hémicycle ivoirien ont présenté les enjeux de cette séance de travail. La rencontre de ce jour, pour nous, est importante parce que c'est une rencontre qui doit venir contribuer à la consolidation et au raffermissement des relations Côte d'Ivoire-Angola. Nous puissions être une forte alliance entre les deux pays et que puisse aussi travailler avec d'autres pays africains pour la paix, la justice et le renforcement de nos institutions. Le décor ainsi planté, les deux présidents ont signé le protocole d'entente qui définit les contours de la coopération parlementaire entre les deux institutions au regard des potentialités des deux États. Je reste convaincu, après 3 jours, pour ce que j'ai entendu et vu ici en Angola, que l'axe Luanda-Abidjan peut être un axe économique fort, un axe culturel fort et un axe politique fort. Mais je voudrais que nous, les présidents des deux parlements, soyons donc les catalyseurs de cette relation Côte d'Ivoire-Angola. Après cette réunion, la délégation a pris part à une rencontre du groupe de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Au cours de celle-ci, Adama Bictogo a paraphé le mémorandum d'entente entre le Parlement ivoirien et le secrétariat général de l'Union parlementaire de l'OCI. Il porte sur l'organisation pratique de la 18e session de l'UPC en mars 2024 en Côte d'Ivoire. Restons dans l'actualité ivoirienne en prenant cette fois-ci la direction de la grande chancellerie. L'institution a changé de patron. Henriette Dagri-Diabaté a fait la place à Ali Koulibaly, ancien ministre et ex-conseiller spécial du président Alassane Ouattara. La cérémonie officielle de passation des charges s'est tenue il y a juste quelques heures. Nommée grande chancelière honoraire de l'Ordre national pour sa grande contribution au rayonnement de l'institution, Henriette Dagri-Diabaté a passé le témoin à son successeur, élevant ce dernier à la dignité de grand officier de l'Ordre national. Nous nous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national. Henriette Dagri-Diabaté s'en va, mais elle reste au cœur du dispositif, un dispositif qu'elle a fait rayonner de toutes ses forces. C'est avec des mots bien choisis qu'elle a fait ses adieux à son auditoire. La grande chancellerie, je l'aime. Je l'ai servie de mon mieux durant ces 12 dernières années, avec toujours à l'esprit l'idée qu'elle soit utile à la Côte d'Ivoire, utile aux Ivoiriens, et qu'elle accompagne fidèlement la vision que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a du notre pays. Certes, je suis ému de vivre ce moment connu de tous. Tous ceux qui ont eu l'honneur de servir leur pays, quelle que soit la fonction qu'ils ont occupée au sein de l'État. Mais croyez-moi, je suis aussi heureuse. Heureuse à plusieurs titres. Heureuse d'abord de vous réunir, mes chers collaborateurs, et de l'occasion qui m'est donnée de vous remercier de votre dévouement à mettre en œuvre la politique que nous avions définie à notre arrivée en 2011. Le 4 octobre dernier, le président Alassane Ouattara
avait signé 2 décrets de nomination à la grande chancellerie. Le secrétaire général du gouvernement n'a pas manqué de saluer le parcours vertueux de celle qui est aujourd'hui la seule à porter le titre honoraire de l'institution. Cette disposition à elle seule donne une idée de la place singulière que Mme Henriette Dagri-Diabaté occupe dans le cœur et l'esprit du président de la République. Madame la grande chancelière, le président Alassane Ouattara m'a instruit de vous exprimer sa gratitude pour votre engagement au service de la nation et de vous féliciter pour l'élan que vous avez su impulser à la grande chancellerie, qui est désormais mieux connue et respectée des Ivoiriens. Quand vient son tour de prendre la parole, le grand chancelier de l'ordre national s'engage à sauvegarder les acquis de la gouvernance de son prédécesseur. L'ancien ministre Ali Koulibaly a aussi adressé son infinie gratitude au président Alassane Ouattara, grand maître de l'ordre national. Madame la grande chancelière honoraire, vous avez donné à notre grande chancellerie cette lettre de noblesse de par votre équation personnelle, votre charisme et de par la qualité des programmes que vous avez initiés et conduits. Vous avez ainsi imprimé votre marque indélébile à l'institution. Comme beaucoup de personnes dans notre pays, je me considère débiteur du président Alassane Ouattara. Les hommes ne sont pas des particules élémentaires, c'est-à-dire des êtres qui ne doivent rien à personne. Les hommes ne s'auto-fabriquent pas. C'est pourquoi je voudrais ici exprimer tout mon respect et toute ma reconnaissance au président Alassane Ouattara. Toute ma vie, je lui serai redevable d'avoir changé le cours de mon existence par une décision qui me place à ce niveau de responsabilité dans la République. La cérémonie de passation des charges s'est déroulée en présence de quelques membres du gouvernement. Avant sa nomination à la grande chancellerie, le ministre Ali Koulibaly a occupé le poste de conseiller spécial auprès du président de la République. Dans l'actualité africaine, le Ghana peut se frotter les mains. Le pays vient de recevoir une promesse de financement d'une bagatelle de 12,5 millions de dollars américains. L'institution américaine en charge du développement extérieur appuie ainsi le gouvernement ghanéen et principalement les PME du pays. Explication dans cet élément. L'Agence américaine de financement pour le développement international, DFC, a signé avec la filiale ghanéenne Opportunity International Savings and Loans une garantie de portefeuille de prêts de 2,5 millions de dollars. L'objectif est de soutenir les prêts aux micro, petites et moyennes entreprises et aux agriculteurs du nord du Ghana en fournissant des fonds de roulement. Naturellement, les États font recours à des fonds capital risque pour pouvoir permettre aux agriculteurs d'avoir accès aux intrants et aux ressources pour pouvoir produire et améliorer la productivité agricole en termes de quantité et de qualité. Donc ce financement que le Ghana vient de recevoir rentre dans ce schéma-là pour permettre d'apporter une réponse au financement du secteur agricole. Ce financement répond à l'appel des pouvoirs publics ghanéens à soutenir financièrement le secteur de l'agriculture. Le 16 octobre 2023, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, appelait les banques à offrir des prêts à long terme et moins onéreux pour l'agriculture. Parmi les banques contributrices au financement du secteur, la Banque agricole du développement n'y consacrait que 20,45% de son portefeuille de prêts. Ces microcrédits qui sont souvent octroyés ne sont pas réellement une réponse au développement ou bien à la problématique du développement du secteur agricole en Afrique. Il va falloir que l'État joue sa partition en finançant réellement le secteur agricole par des projets structurants et ce qui va permettre à ce que ces financements additionnels que vont recevoir les micro-agriculteurs puissent leur permettre de pouvoir améliorer leur productivité et donc leurs revenus. Selon la Banque mondiale, au Ghana, le secteur agricole contribue à hauteur de 20% au PIB et emploie environ 30% de la population active. Les petites exploitations agricoles de moins de 10 hectares dominent le secteur à 70% d'après les données officielles. Ces dernières font face à des défis liés à l'accès au financement, à la mécanisation et aux unités de transformation.
Toujours dans l'actualité ouest africaine, c'est bientôt la fin officielle pour la MINUSMA. La mission des Nations Unies au Mali quitte définitivement le pays. Les soldats logés dans la base de Tessalit ont plié bagages direction Kidal, d'où ils vont s'envoler pour l'extérieur du pays. Le point tout de suite dans cet élément. La mission de l'ONU pour la stabilisation du Mali poursuit son retrait accéléré de la région septentrionale de Kidal, après avoir quitté la base de Tessali au nord du pays samedi, dans un contexte que la MINUSMA a qualifié d'extrêmement tendu et dégradé. Dans un communiqué publié dimanche, la mission de l'ONU indique que son personnel a été contraint de se réfugier à plusieurs reprises dans des bunkers en raison des affrontements entre l'armée malienne et les indépendantistes du Nord. La note précise également qu'un avion de la MINUSMA a été touché lors de son atterrissage à Tessali le 19 octobre sans faire de blessés. Le dernier convoi parti samedi marque la fin de la mission de l'ONU à Tessali. Ce camp est le premier dans la région de Kidal et la 6e base de la MINUSMA à être fermée depuis l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a mis fin au mandat de la MINUSMA le 30 juin à la demande des autorités maliennes. Et puis ce phénomène migratoire sans solution qui semble éternel. 1500 migrants sont arrivés rien que ce week-end sur les îles Canaries. Le phénomène est hors de portée. Les dirigeants africains continuent à traîner les pieds quant à l'adoption d'une solution définitive. Depuis ces dernières semaines, les arrivées de migrants dans les îles Canaries en Espagne, situées au large de la côte ouest africaine, sont en hausse. Ce lundi, quelques 314 migrants sont arrivés sur l'archipel, ce qui porte à plus de 1600 le nombre d'arrivées depuis vendredi, ont indiqué les services de secours. Pendant les 2 premières semaines d'octobre, les îles Canaries ont accueilli 8561 migrants, un chiffre record selon les médias locaux depuis la crise migratoire de 2006. Pour le ministère de l'Intérieur, qui fait état d'une augmentation de 90% des arrivées par rapport à l'année dernière, cette recrudescence est liée à la déstabilisation au Sahel. Dans l'actualité internationale, c'est le conflit entre Israël et le Hamas au Proche-Orient qui retient notre attention après plusieurs semaines de combats intenses avec son lot de victimes. Enfin, une lueur d'espoir, des convois humanitaires autorisés à entrer dans l'enclave de la bande de Gaza. Une arrivée de l'aide humanitaire au compte-gouttes à Gaza. Ce lundi, un 3e convoi a traversé le point de passage de Rafah avec de la nourriture et du matériel médical selon le Croissant-Rouge palestinien. Mais l'enclave attend toujours l'approvisionnement en fioul dont les réserves ne cessent de diminuer et pourraient même totalement s'épuiser dans 2 jours. L'ONU a appelé à un cessez-le-feu immédiat pour l'acheminement de plus d'aide. Une aide à laquelle la Grande-Bretagne contribuera à hauteur de 24 millions de dollars, annonce faite par Rishi Sunak après son voyage dans la région jeudi dernier. Ce lundi, c'était au tour du Premier ministre néerlandais de s'entretenir avec Mahmoud Abbas, puis avec son homologue Benjamin Netanyahou. Mark Rutte qui a réaffirmé le droit d'Israël de se défendre tout en demandant de réduire les pertes civiles dans la bande de Gaza. Le conflit entre le Hamas et Israël sera au cœur de l'Assemblée générale des Nations Unies ce jeudi. Un mot de football avant de refermer cette édition. L'équipe nationale sénégalaise des moins de 17 ans a étrillé l'équipe de la même catégorie du Panama, le score 4-0. Une performance qui montre que les cadets de Sadio Mané sont prêts pour la relève d'ici quelques années. L'équipe nationale du Sénégal U17 qui se prépare pour la Coupe du Monde prévue du 10 novembre au 2 décembre 2023 en Indonésie est actuellement en pleine préparation en Turquie. Les Lionceaux ont dominé le Panama ce dimanche 22 octobre 2023 en s'imposant sur le score de 4-0. Concernant les Lionceaux, je peux dire que c'est un groupe très bien préparé. Donc leur voir gagner contre le Panama pour moi c'est pas une surprise. Reste à savoir s'ils vont continuer sur cette lancée contre la Russie, qui est aussi une très belle équipe. À la Coupe du Monde, on attend beaucoup de ces jeunes, parce qu'on sait que
ils ont du potentiel et ils peuvent faire la différence dans cette Coupe du Monde. Mais ça ne sera pas facile parce que dans la Coupe du Monde, il n'y a que de belles équipes. Donc, s'ils continuent sur cette lancée et surtout à gagner et avoir beaucoup plus de confiance sur eux, ils pourront forcément faire une très belle Coupe du Monde U17. Les joueurs de Serine Saliou Dia ont ouvert le score grâce à leur joueur vedette Amara Diouf sur un coup franc à la 5e minute. Les champions d'Afrique ont montré une excellente maîtrise technique et maintenu leur avance grâce à un autre but d'Idrissa Gueye à la 27e minute, de Yaya Diémé à la 60e minute et enfin de Oumar Sall à la 76e minute. Après une première partie de la préparation faite au Sénégal, là c'est la deuxième partie où il va falloir rencontrer plus ou moins des adversaires proches des équipes contre lesquelles on va jouer à la Coupe du Monde. Je pense que c'est de bonnes nouvelles. Donc c'est le lieu plus ou moins un peu de féliciter la fédération pour ces matchs acquis qui va nous permettre un peu de se préparer, qui va nous permettre un peu de savoir où aller et comment y aller. Une belle victoire pour les hommes de Serine Saliou Dia qui disputeront 2 autres matchs amicaux durant cette semaine. Le 25 octobre, les Lionceaux du Sénégal affrontent la Russie avant de défier l'Ouzbékistan le 28 octobre. Pour rappel, dans cette Coupe du Monde, le Sénégal est logé dans le groupe D en compagnie du Japon, de la Pologne et de l'Argentine. Ce journal est à présent terminé. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction, rendu possible grâce au concours inestimable de l'équipe technique chapeautée ce jour par la pétillante Linda Tepi. Merci à nos vaillants collègues aux différentes caméras, Ulrich Lago, Mohamed Ballot. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre présence. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur MTV+, la télé qui transforme.